Bienvenue donc à cette émission spéciale que nous faisons depuis le congrès panafricain de Lomé, le 9e de l'histoire du panafricanisme. Et ce congrès donc vient de s'achever, mais nous avons l'occasion d'en parler avec une frange donc, du panafricanisme qui a été bien présente au congrès et qui sera celle qui portera donc le panafricanisme demain. Donc j'ai l'occasion de recevoir ici deux jeunes panafricains qui vous présentiez. Bonjour, je suis Sylvestine Mendy, africaine du Sénégal, militante panafricaniste, coordonnatrice du Festival international panafricain d'Inguerhop et du mouvement révolutionnaire Africa Force. C'est Moussé Kiama, citoyen africain du Congo, secrétaire général du mouvement politique panafricain et représentant, président du conseil d'éthique panafricain. Alors, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Quels sont vos sentiments à l'issue de ce congrès? Donc pour nous, en tant que jeunes, c'est un honneur, c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer nos frères et sœurs du continent, mais aussi de ces diasporas. Pour moi, c'est un grand plaisir et c'est un honneur pour moi et c'est vraiment une grande opportunité pour moi. Ça reste mémorable pour nous parce qu'avec le temps, c'est nous qui allons quand même prendre les relais. C'est un plaisir, c'est un moment de solidarité, de fraternité, qui donne encore de la force et que nous sommes unis, qu'ensemble nous pourrons encore relever les défis et nous prendre en charge. Mais quelle est votre place aujourd'hui et demain? Quelle est l'importance d'avoir des jeunes dans le panafricanisme selon vous? Bien qu'on sente que ça pourrait être mieux, la jeunesse pourrait avoir une place beaucoup plus importante. Parce que quand on parle de panafricanisme, on parle de renaissance africaine, on vise la jeunesse. Parce que depuis 1900, des conférences ont été tenues. Depuis 1900, on voit que c'est la génération d'une quarantaine, d'une cinquantaine, voire 60 ans qui participe à ces congrès. Et après, on se demande toujours jusqu'à maintenant qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à là de congrès, qu'est-ce qui a été légué à cette nouvelle génération. Donc pour diversifier les choses ou bien pour avoir le juste milieu, il faudrait dans les autres congrès à venir faire en sorte que la jeunesse puisse participer en masse. Ok. Alors, partout on voit dans le continent africain, les jeunes sont en train de faire changer la donne politique. On pensait que les jeunes n'étaient pas intéressés par la politique, mais on sent que les jeunes sont en train de faire changer la donne politique. Beaucoup de gouvernements soit sont tombés, soit ont été obligés de se réadapter, de se réajuster aux demandes de la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui va aller en s'accroissant et que l'avenir de l'Afrique politique est en train de se jouer à travers ces manifestations que les jeunes organisent dans le monde en ce moment? Bon, ce qui est là, chaque génération a une mission. Si auparavant la jeunesse ne s'intéressait pas à l'évolution de l'Afrique ou de la géopolitique mondiale, mais actuellement nous sommes focus, l'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est les projets, la mission que nous avions pour l'Afrique. Donc, dans un futur proche, vous allez voir que ceux qui vont diriger ou ceux qui vont gouverner l'Afrique auront parfois moins de trentaine, voire même plus de trentaine, pas au-delà des cinquantaines. Pourquoi? Parce que nous avions compris les enjeux et nous sommes engagés fortement à faire ce qu'il y a à faire pour le bonheur de l'Afrique. Alors, Sylvestine, vous êtes non seulement jeune, mais vous êtes aussi une jeune femme. Comment on associe les deux dans un mouvement panafricaniste? Ce que je veux dire, être femme et jeune, quelle est son importance, sa signification dans le mouvement panafricaniste? C'est difficile parce qu'en Afrique, on a tendance à voir beaucoup plus d'hommes s'engager dans des mouvements sociaux que de femmes. Ce qui nous a été habitué, que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des foyers, se concentrer sur des tâches beaucoup plus féminines que de descendre sur le terrain, manifester, voilà, mener des combats d'ordre national, voire continental. Donc c'est pas facile pour nous. Il y a parfois les stigmatisations, il y a parfois des préjugés sociaux qui freinent un peu l'engagement des femmes dans le panafricanisme d'une manière générale. Si vous constatez bien, nous ne sommes pas nombreuses, nous ne sommes pas assez nombreuses. C'est d'ailleurs l'une de nos revendications, l'une
l'un de nos combats, de faire en sorte que les femmes puissent participer davantage, de s'engager dans les organisations, de s'engager dans les luttes d'une manière générale. Mais il faut aussi que les hommes fassent la place, parce que c'est pas seulement aux femmes de se battre contre dedans. Est-ce que vous pensez que l'homme africain, il est temps pour lui aussi de faire la place qu'il faut à la femme? Donc c'est un travail sur les hommes nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est un point très très crucial, parce qu'aujourd'hui, là, comme la camarade vient de le dire, on pense que la femme, c'est une personne qui doit réellement rester au foyer, et c'est pas assez... ça la réalité. Donc au moment où la femme n'est pas vraiment ancrée dans ce qui est comme développement ou changement de la société, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire, c'est juste pour couvrir la réalité, mais le fond n'est pas vraiment bien établi. Donc la femme est aussi importante en tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais ce que moi je demande encore aux dames, la camarade est là, c'est pas quand tu es dame, nous sommes en train de parler que la dame doit avoir des privilèges, mais nous voulons des dames qui sont compétentes, oui, c'est voilà, important. compétentes d'assumer ces différentes responsabilités qui les seront confiées. On ne peut pas demander aux jeunes d'aimer l'Afrique si l'Afrique n'est pas aimable. Si les jeunes d'aimer leur continent, si ils ne peuvent pas avoir accès à l'Internet, ils ne peuvent pas avoir accès aux services de base élémentaires, à l'éducation, à beaucoup de choses. Vous pensez que c'est un frein réel au panafricanisme? Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire pour pouvoir attirer la jeunesse vers l'unité africaine, vers l'amour de leur continent? Bon, c'est un problème encore très important que les dirigeants oublient. Aujourd'hui, en l'occurrence de moi, je vais être franc, quand je vais aux États-Unis, c'est pour aller continuer d'évoluer encore plus rapidement qu'en Afrique. Donc l'Afrique et surtout nous, la jeunesse, qui n'ont pas eu ces opportunités des entrées-sorties. La construction d'abord de l'Afrique doit passer d'abord par la construction humaine. Le développement, ce n'est pas seulement ériger des édifices de 50 ou 30 niveaux, mais commencer par des choses élémentaires, à l'exemple de l'Internet. Donc c'est ce que nous pouvons demander aux autorités africaines. Un minimum. Effectivement, la jeunesse africaine a besoin d'un minimum de mener le combat, parce que le combat panafricaniste n'est pas facile du tout. Avec nos prédécesseurs, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, eux, ils n'avaient pas les moyens que nous, jeunes Africains, on a aujourd'hui. Mais n'empêche, ils ont mené leur combat comme il le fallait, malgré les maigres moyens. Mais nous, nouvelle génération de panafricanistes, nous devons avoir plus de moyens logistiques, plus de moyens, à savoir l'Internet, l'électricité. L'autre chose est que par rapport à nos dirigeants, je pense que le combat a été mené depuis de donner à l'Afrique ce qu'il faut, parce que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Nous avons les moyens qu'il faut, nous avons les ressources naturelles, nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons le fer, le cobalt. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Alors où se trouve le problème? Nous avons les ressources humaines qu'il faut. La jeunesse africaine est tellement consciente de leur responsabilité en tant que jeune pour faire émerger le continent. Mais cet engagement n'est pas soutenu par nos dirigeants. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des vagues de jeunes qui se lèvent, qui s'engagent pour changer les choses, il y a toujours certains dirigeants qui le mettent des bâtons dans les roues en les persécutant, en les emprisonnant. Donc cela n'encourage pas une jeunesse consciente. Peu importe la force que cette jeunesse a, la volonté, l'amour qu'elle a pour son pays, s'il voit que dans mon pays, je fais mes efforts pour que les choses changent et on me persécute, il faudra mieux chercher ailleurs là où je pourrais mener mon combat mieux ou bien avoir les moyens nécessaires pour pouvoir mener ce combat à bon port. Donc c'est un problème énorme que nos dirigeants doivent en tout cas mettre la main dans la pâte pour pouvoir en tout cas donner le minimum de moyens à cette jeunesse qui aspire au changement. Oh my God, je suis, comme on dit, époustouflé devant tant de mots. Alors je vais vous demander votre mot de la fin. Hein. On va conclure donc cette rencontre et chacun d'entre vous a peut-être une minute pour dire. Non, madame, Bon, le mot de la fin est encore appeler aux Africains à l'unité. Appeler les Africains à la solidarité surtout, parce que ces années, l'Afrique vit des moments, des injustices, que les peuples africains sont en train de souffrir. Mais ce n'est que nous,
Africains, nous, jeunesse africaine, qui devons se solidariser autour de ces peuples qui sont en train de souffrir pour lever la voix, pour montrer au monde entier que l'Afrique en a marre de ces problèmes. L'Afrique est fatiguée d'être humiliée, l'Afrique est fatiguée d'être pillée, d'être exploitée, l'Afrique est fatiguée d'être appauvrie alors qu'elle est riche. Donc, appeler à la jeunesse africaine à l'unité, à la solidarité, mais aussi à l'engagement dans toutes les sphères, en tout cas partout où on peut faire entendre notre voix, mais aussi partout où on peut être pour participer au développement de notre continent d'une manière générale. Aujourd'hui, l'Afrique souffre. Il y a les terrorismes en Afrique, il y a des guerres en Afrique. On sait que nous vivons déjà dans des conditions inhumaines. Et ce que nous demandons aux autorités africaines est de nous donner quand même la garantie de la sécurité. Donc, les chefs africains doivent vraiment s'impliquer de sorte que l'Afrique ait la paix. Ce n'est pas juste la paix intérieure, mais la paix extérieure aussi. Et à ce plan encore, je vais parler du comportement des autorités africaines. Ils nous vendent des narratifs qu'elles-mêmes n'arrivent pas à appliquer. Des beaux discours devant le public, mais en réalité, dans les réalités sociales, c'est le contraire. Donc, cette fâche cassée, vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous allons vraiment être très sévères de ces côtés-là. Oh, c'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme donc cette petite émission faite dans des conditions un peu difficiles. C'est normal, nous sommes à un congrès. Nous n'avons pas tous les moyens techniques, mais nous avons surtout la volonté de ces jeunes panafricains qui sont venus du Sénégal, du Congo, et pour venir donc participer à ce grand messe de l'unité africaine. Merci, c'était Eric Aduro depuis Lomé.